Je voudrais, d'un mot, puisque si nous sommes une association de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est que nous sommes une association ancrée dans les combats républicains, ancrée dans ces combats pour les libertés, ancrée dans ces combats pour la dignité d'un peuple, la liberté d'un peuple. Je veux parler du peuple kurde. Et je voudrais d'un mot dire que, mais je sais, Monsieur le ministre Cher Gabriel, que cette parole que je vais porter est celle que vous portez, vous et Monsieur le Président, la parole de la France est d'être aux côtés du peuple kurde, qui a été en première ligne dans le combat contre Daesh, et que rien, mais vraiment rien, ne viendrait justifier que nous ne soyons pas fidèles à cette parole. Nous avons tous une dette d'honneur envers le peuple kurde. Je voulais que ce soit dit avant que nous rentrions dans le vif de nos débats. Au secours, la race revient. Nous avons choisi ce thème parce que nous sommes arrivés à un point où nous n'aurions jamais cru arriver il y a quelques années seulement, à un moment de régression que nous n'aurions pas imaginé il y a 10 ans encore. Pourtant, depuis une dizaine d'années environ, avec une intensité croissante, nous avons vu réapparaître un langage de division, un langage de fragmentation, un langage séparatiste. Et un mot en particulier, un mot qui effraie, c'est le mot racisé. Sorti du jargon des activistes indigénistes. Ce mot, petit à petit, comme d'autres d'ailleurs auparavant, je pense à l'islamophobie, s'impose dans le débat, en dépit de son extrême violence racisée, dans le jargon politique, dans le langage journalistique, et bientôt dans notre langue quotidienne. Le mot racisé n'est rien d'autre qu'une résurgence raciste, qui s'abrite derrière les oripeaux de la sociologie pour assigner des groupes ethniques à une identité victimaire. Nous devons en combattre la diffusion, la prolifération dans la société. Ce mot porte en lui cette division et le rejet de l'autre. À la LICRA, nous refusons une république soumise à la découpe des revendications communautaires et de classification digne des pires expositions coloniales. Et comme André Breton et les surréalistes des années 30, nous refusons d'applaudir cette exposition coloniale permanente qui assigne à des citoyens un statut en fonction de la couleur de leur peau. Nous refusons que les élèves de nos écoles soient définis et désignés en fonction de critères qui violent notre Constitution, ses principes les plus profonds de la République, parce que c'est la négation même de la République et de son caractère indivisible. Cette logique identitaire n'est en réalité que le corollaire de l'extrême droite qui, en matière de racisme, détient bien évidemment l'antériorité et tous les brevets. Mais les indigénistes organisent maintenant des ateliers réservés aux prétendus racisés. Les identitaires du Vieux-Lyon organisent des séminaires réservés aux Blancs. Les indigénistes appellent, je cite, à pendre les Blancs. Les identitaires d'extrême droite appellent à des ratonnades, comme récemment sur les quais de Saône à Lyon. Les indigénistes dessinent une société des racisés contre les Blancs. L'extrême droite lui répond par son dessin d'une société des Blancs contre les prétendus racisés, contre les migrants. Je ne veux pas, nous ne voulons pas, d'un monde tenu par les identitaires et les indigénistes, par Boutelja et Salvini, par les indigènes de la République et par la droite d'Éric Zemmour, de Rokhaya Diallo et par Rokhaya Diallo et par Marion Maréchal. Je préfère
le discours ambitieux tenu hier par Tania de Montaigne, qui nous disait que nous avons tous la même couleur de peau et que, comme l'expliquait si bien James Baldwin dans ce film formidable que vous avez, je le crois, vu vendredi soir avec nous, il ne veut pas être vu comme un noir, il est un citoyen américain. Et le problème que pose la négritude n'est pas un problème qui se pose à la communauté noire, c'est un problème de la société américaine. Arrêtons les assignations, arrêtons les couleurs de peau, arrêtons les glissements de langage, revenons au principe d'indivisibilité, d'égalité, de dignité de la République. Il faut être vigilant et d'une fermeté absolue dans les principes, mais aussi dans leur application. C'est le sens du discours que j'ai tenu pour vous et avec vous hier soir aux élus de la République, être clair dans les principes et cohérent dans l'action quotidienne de ces élus que nous devons admirer tant leur abnégation est admirable. Mais nous serons vigilants, mesdames et messieurs les élus. Nous ne pouvons nous résoudre à ce dialogue des identitaires qui s'alimentent l'un l'autre, qui organisent une société de confrontation sur le dos de l'universalisme et sur le dos de la République. Ce climat de confrontation connaît cependant une limite. Il existe un consensus entre les identitaires sur un sujet qui les réunit tous, sans vergogne, c'est l'antisémitisme. Indigénistes et extrême droite partagent la même haine des Juifs, sous couvert du même prétendu antisionisme. Attention à l'utilisation des mots. C'est le corollaire de ce que j'expliquais tout à l'heure sur la sortie des délits racistes de la loi de 1881. Le mot tue, le mot engage, le mot a une signification. Et à la LICRA, au bureau exécutif, que je veux remercier ici, les présidents de commission et ceux qui les entourent, et je les vois pour la plupart d'entre eux face à moi, à la LICRA, au bureau exécutif, nous avons commencé un travail sur les mots, sur le fait, par exemple, que l'antisionisme, excusez l'expression, mais c'est le cache-sexe, le paravent, bien souvent et bien trop souvent et quasi systématiquement de l'antisémitisme. Nous devons mener cette bataille du mot pour répondre à des termes comme racisé, des termes clairs et nets que sont la laïcité, l'indivisibilité, et que l'on arrête de se cacher derrière des prétendus mots qui cachent en réalité une vérité horrible. Je me souviendrai toujours de 2 fois 1 heure d'une émission en Iran où Dieudonné Mbala, se sachant multicondamné pour des termes, des propos ou des actes antisémites, répondant à un journaliste iranien, expliquait tout bonnement qu'en France, ce sont les sionistes qui tiennent les banques, les sionistes qui tiennent les chaînes de télévision, les sionistes qui détiennent l'argent, les sionistes. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il entendait par là Israël. C'était évidemment un propos, un langage, un signal antisémite fort. La bataille des mots est à mener. Parce que cette bataille des mots qui mène à l'antisémitisme, on sait bien souvent qu'elle est le prélude à des actes horribles. Mon ami François Racheline, m'écoutant tout à l'heure prendre la parole, m'a envoyé, c'est comme ça que nous conversons, un petit SMS que je m'approprie tout en lui attribuant la paternité. Et ce SMS, c'est un proverbe du roi Salomon. La vie et la mort sont à la portée de la langue. Alors, que faire face à cette fièvre identitaire qui sape les fondements de notre universalisme? Il faut revenir aux fondamentaux et demeurer fidèle aux repères qui ont fondé notre association. Ces repères, pour moi, pour vous, ont 2 visages. Martin Luther King, Joséphine Baker. Il y a 51 ans, Martin Luther King était assassiné. Il avait 39 ans. Avec sa mort,
C'est une part de la fraternité humaine qui s'est éteinte. C'est une partie du combat pour l'égalité des droits qui fut perdue pour un temps. Si le message de Martin Luther King résonne encore un demi-siècle après sa mort, c'est parce qu'il porte en lui un élément fondateur du combat antiraciste. Cet élément, c'est l'universalisme. La force du combat pour les droits civiques tient au fait qu'il s'agissait d'un combat pour l'égalité et la justice, résumé par King lui-même quand il déclarait « Je veux être le frère des Blancs, pas leur beau-frère ». Il a mené ce combat courageusement dans un contexte américain particulier, celui de ce pays, États-Unis, dont le modèle social communautariste est peu propice aux élans de l'universalisme, peu propice à ce que lui a appelé, alors qu'on l'interrogeait, vous souvenez-vous, dans le film, sur l'angélisme dont il faisait preuve, alors que Malcolm X appelait aux armes, à la lutte, à la rébellion, à la violence. Lui, il a appelé à autre chose. C'est étonnant, mais j'ai eu envie que vous vous souveniez. Il a appelé à la force de l'amour. C'est-à-dire que son combat pour l'universalisme était animé par la force de l'amour. Vous voyez comme les termes simples, quand ils sont dans la bouche d'un homme de cette qualité, ont des résonances étonnantes. La force de l'amour, ce n'est pas la faiblesse ni l'eugénisme, c'est l'altérité, c'est l'amour de l'autre, c'est l'acceptation de l'autre, c'est l'autre qui me ressemble, c'est l'autre dont je suis le frère et la sœur. Il n'est pas mon beau-frère, je suis son frère. C'est ce combat-là qui est à la source même de la LICRA. On se fiche de la couleur de l'autre, on se fiche du milieu social, du milieu cultuel. Nous sommes frères et sœurs combattants de l'universalisme. Ces partisans réclamaient la fin du suprémacisme blanc et l'abolition d'un système politique fondé en partie sur la ségrégation. Ils exigeaient d'être considérés comme des citoyens à part entière. Ils défendaient l'unité biologique du genre humain. Ils ne réclamaient rien d'autre, ces partisans, rien d'autre que le droit de vivre, pour reprendre le titre du journal de la LICRA. La mort de Martin Luther King a été aussi, il faut le dire, un coup terrible porté à l'universalisme et le début de cette ère identitaire marquée par une surenchère de renoncement et de dérive. On a vu émerger des faussaires qui, sous couvert d'antiracisme, réclamaient non pas d'être citoyens à part entière, mais d'être citoyens entièrement à part, et dont la volonté de différenciation conduisait inéluctablement au séparatisme. C'est pour reprendre le mot célèbre d'Aimé Césaire, le début de ce qu'il a appelé la vision carcérale de l'identité, d'une identité qui enferme au lieu d'émanciper, qui sépare au lieu de réunir, qui préfère la violence à la force de l'amour de Martin Luther King. S'il revenait aujourd'hui d'entre les morts, Martin Luther King serait sans doute frappé, atterré par le désespoir devant cette Amérique de Trump qui, l'arme au poing, désigne tout ce qui n'est pas blanc comme un ennemi de la nation. Il serait sans doute désespéré, atterré, d'apprendre que la police de certains États dispose quasiment en toute impunité d'un permis de tuer les Afro-Américains. Il serait sans doute atterré, accablé de savoir qu'en plein Paris, des militants prétendument antiracistes se réclament de lui et de son ami Rosa Parks pour organiser des camps d'été, des festivals, des projections de films réservés aux racisés, pour ne pas dire interdits aux blancs. Ce sont eux, les faussaires du combat antiraciste, ceux qui prennent la substance même de ce combat que nous menons, la force de l'amour et l'universalisme, pour le faire dériver vers une identité fermée, carcérale, étriquée, égoïste, qui n'a qu'un seul objet, la fragmentation de la communauté citoyenne, de la nation et de la République. Joséphine Baker, si chère à notre histoire à la LICRA, résistante, ambassadrice de la lutte contre le racisme, féministe,
a elle aussi porté un message qui aujourd'hui nous est précieux. Et je vous invite à entendre ce qu'elle disait au congrès de la LICA du 13 mars 1957. On m'avait dit de la France, allez-y donc, Joséphine. Là-bas, c'est un pays blanc qui ne voit pas clair. Il ne voit pas les couleurs. Et je suis moi aussi devenu myope depuis que je suis en France. Car moi non plus, je ne vois plus clair. Il m'est impossible de distinguer les couleurs. Je suis française et j'ai retrouvé toute la dignité que j'avais perdue. Alors il faut être tolérant, ajoute-t-elle, même si l'on entend dire sale nègre, sale juif ou même sale blanc. C'est cette France-là que nous aimons. C'est pour cette France-là que nous combattons. Et souvenez-vous encore James Baldwin, expliquant lors de ce débat avec cet intellectuel ou ce professeur blanc américain qui vient lui expliquer « mais nous avons des liens communs, pourquoi vous vous distinguez par la couleur, vous et moi, alors que vous êtes professeur d'université, je le suis aussi, vous êtes cultivé, je le suis aussi, nous avons d'autres points de rencontre ». Il a ajouté, il a répliqué « oui, mais moi, pendant des années, je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans le dos parce que j'avais peur que l'on m'assassine par la couleur de ma peau. Je suis venu en France. » Et si je me souviens bien, il a ajouté « j'ai réappris ou j'ai appris la dignité, le respect de qui j'étais, indépendamment de ma couleur de peau. C'est en France que je l'ai apprise. C'est pas chez vous, monsieur le professeur, qui théorisez. C'est cette France-là, et c'est pour cette France-là que nous combattons. » Une fois que les principes ont été rappelés, il faut agir et rendre possible les conditions de cette fraternité universelle, celle de Joséphine Baker et de Martin Luther King. La lutte contre la prolifération de la haine, des discours de haine, doit être notre obsession. Emmanuel de Bono, qui aurait dû être là, mais qui, pour des raisons rien de grave, mais n'a pu nous rejoindre, et qui a sorti un excellent ouvrage, a résumé en conclusion le sens de notre doctrine antiraciste au sujet du poids des mots. Ce sont des mots, des formules qui touchent l'épiderme et percutent le centre de l'émotion, convertis en centre des fantasmes, des mots qui empoisonnent le débat public et plongent dans l'insécurité celles et ceux qui refusent l'embrasement, sans accepter pour autant les menaces et les agressions avérées qui visent l'universalisme républicain. Et c'est un chant que laboure inlassablement la nébuleuse d'extrême droite depuis des décennies, signe que les lois, les juges et les tribunaux n'ont jamais, quoi qu'en dise cette extrême droite, stoppé la cavalcade des mots sans âme. Nous avons une solution à la LICRA. Nous avons un projet à la LICRA. Nous avons ce combat à la LICRA et qui a fait l'objet des débats de ce matin. Nous proposons aux législateurs de changer la philosophie de notre arsenal antiraciste. Nous proposons de sortir des délits racistes et antisémites de la loi sur la presse pour en faire des délits de droit commun, des délits ordinaires, appelant de la justice une réponse aussi fermement que rapidement prononcée que pour les autres délits. Songez qu'un homme qui viendrait voler dans un magasin sera jugé dans les 24 heures, dans les 48 heures, dans le cas d'une comparution immédiate, si les éléments du dossier le permettent. Et je suis avocat très attaché aux droits de la défense, et je ne dis pas qu'il faut juger à la va-vite, mais je dis que parfois, quand les conditions sont réunies, la comparution immédiate s'impose, car la réponse judiciaire, pour être réelle, elle doit être comprise, certes, mais elle doit être rapide, et elle doit être solennelle. Un dieu de l'Embala Mbala ou un raciste ordinaire. Il est jugé. Quand il est jugé, rappelez-vous, j'ai évoqué les choses procédurales, dans les mois et les années qui suivent. Où est la sanction? J'allais dire l'emblème de la réponse judiciaire. Cette réponse judiciaire est inadaptée. Un mois ou un an après, entre-temps, il est d'ailleurs présumé innocent. J'ajoute qu'il peut organiser sa défense pour en faire une scène médiatique, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et l'on voit bien l'inadéquation entre le péril qui vient
d'autant plus frappé à notre porte que l'anonymat des réseaux sociaux aide à la prolifération des délits racistes et antisémites. Vous ajoutez l'anonymat et les choses procédurales, et vous avez, pour le raciste et l'antisémite, un régime d'exception qui le protège. Alors cessons de traiter de la même façon un journaliste qui a dérapé qu'un raciste ou un antisémite qui, lui, ou a dérapé une première fois, ou est récidiviste et doit cette fois-ci passer sous les forges codines de la justice ordinaire en ce qu'elle est d'une justice ordinaire rapide et ferme. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur le ministre, cher Gabriel, lorsque, dans le cadre de la loi Avia, que nous supporterons, je ferai, j'allais dire, un moment politique avec mes amis du BOE, du bureau exécutif, nous aurons un texte que nous publierons et qui est un texte, je le dis, de soutien avec des aménagements, des propositions. Mon ami Roger Nbeguingui a attiré mon attention là-dessus. Nous aurons un texte, car il faut une position de la LICRA. Ce texte va dans la bonne direction. Mais, lorsque je demande à ce que les délits racistes sortent de la loi de 1881, la réponse qui m'est apportée est « mais attendez, nous avons une solution ». Cette solution, c'est ce qu'on va appeler l'ordonnance pénale, c'est-à-dire que, aussitôt pris, le délinquant reçoit chez lui une ordonnance pénale, c'est-à-dire un papier, c'est comme une contravention. Voilà. C'est comme une contravention de mauvais stationnement. C'est-à-dire que, à vouloir répondre rapidement à l'agression insupportable qui est le délit raciste, on a choisi, le gouvernement pour l'instant a choisi l'ordonnance qui existe déjà, c'est-à-dire la convocation que vous recevez à votre domicile ou qu'ils recevront à leur domicile sans qu'il y ait aucun caractère solennel et de la réponse et de la sanction. Alors je vais rester mesuré dans les termes puisque j'allais m'emporter et vous dire ce que je pensais de cette façon de faire. Nous devons travailler afin que les propositions Avia remplissent les exigences que sont les nôtres. Car il est déshonorant pour la République que des fauteurs de haine prosélytes comme Soral, Dieudonné Mbala ou Forisson n'aient jamais fait un seul jour de détention sous l'effet d'une législation devenue inapplicable, devenue impuissante. La loi, c'est évidemment essentiel. C'est notre repère, mais quand on applique la loi, c'est qu'il est déjà trop tard, que le mal est déjà fait. Pour que nos combats réussissent auprès du plus grand nombre, il y a, cher Gabriel Attal, 2 leviers essentiels. Et m'adressant à Monsieur le ministre, c'est en fait à vous, militants, que je m'adresse. Ces 2 leviers, vous les connaissez. L'éducation et l'engagement. Monsieur le ministre, vous avez en charge de mettre en place un outil formidable, exceptionnel et inédit, qui justement réunit éducation et engagement. Mes amis militants, vous avez l'occasion, dans les mois à venir, dans vos sections, dans votre région, de s'atteler à la réussite d'un outil formidable, inédit, exceptionnel, qui recoupe éducation et engagement, qui sont, vous l'avez compris, le cœur du discours que le bureau exécutif et moi-même vous portons maintenant depuis des mois et des années. Cet outil exceptionnel, c'est le service national universel. Le service, c'est l'engagement national, car c'est notre cadre commun et indivisible, universel, car c'est notre horizon que nous n'atteindrons que par l'éducation. Voilà l'appel que je veux vous lancer, mes chers amis. J'en lancerai un autre dans quelques minutes. Mais cet appel à vous, militants de la LICRA, c'est un devoir qui vous incombe. Ce devoir, c'est de participer, parce que c'est l'essence même de notre combat à la réussite, à l'élaboration, à la mise en pratique, par vos talents, par vos savoirs,
à la réussite du service national universel qui va être généralisé à toute la France. C'est une occasion historique d'aller à la rencontre de la jeunesse, de lui parler, de débattre, de la convaincre de la crédibilité de notre combat et de faire naître, au-delà du doute que vous saurez faire naître, et qui est déjà une première victoire auprès de certains jeunes, vous le savez, de faire naître parmi cette jeunesse une génération d'ambassadeurs de l'universalisme, d'ambassadeurs de la République. Nous serons à vos côtés, cher Gabriel, monsieur le ministre, pour atteindre cette nouvelle frontière. Vous savez, mes amis, la détermination toute souriante mais ferme qui est la mienne dans les combats que je mène. Je vous le demande solennellement, ça doit être la feuille de route pour la MICRA dans les mois à venir. Et je veux lancer un appel à la jeunesse. Une de mes joies, c'est vendredi soir d'avoir aperçu là-bas une trentaine de jeunes, d'ailleurs c'était des footballeurs et des footballeuses, avec monsieur Khalifa, qui travaille, je crois, à la mairie, que j'avais rencontré l'année dernière, qui avait été très intéressé par la qualité des travaux qui étaient menés et de la qualité des intervenants et des réflexions, et qui me disait, monsieur le Président, il faut faire venir des jeunes. Et je crois que j'ai dû le revoir une fois depuis, mon cher Dominique, et puis j'ai oublié. Puis j'ai vu tous ces jeunes. Alors bien sûr, très intéressant. Eux-mêmes intéressés et très vite distraits. Eux-mêmes intéressés et très vite distraits. Parce que le sens collectif, l'attention portée à un documentaire thématique, tout ça, ça s'apprend. Ou si ça s'apprend, ça se réapprend. Et j'en ai pas voulu d'ailleurs à ces jeunes qui parlaient pendant le débat. Parce que cette jeunesse, dans son souci d'immédiateté, dans son repli, j'allais dire identitaire du smartphone, vous voyez, comme les termes me viennent, mais cette jeunesse qui est dans un carcan, qui est bien souvent un miroir, ne voit pas l'autre, ne sait plus voir l'autre. Et j'avais prévu de le dire un peu plus tard, mais moi j'ai compris la société de vigilance. Moi j'ai compris. C'est une société de l'attention portée à l'autre. C'est comme ça que je conçois la société de vigilance. Une société de l'attention. C'est-à-dire celle qui nous permet de regarder l'autre et d'y voir ou des traces de la force de l'amour de Martin Luther King ou des traces de la force de haine de ceux qui veulent fragmenter, tuer, mettre à bas la République française. C'est en ce sens-là que la société de vigilance, me semble-t-il, doit être entendue. Elle s'adresse aux acteurs publics, mais à chacun d'entre nous. Et ne venez pas me dire qu'il est facile pour les acteurs publics de nous donner des leçons et que c'est à eux d'abord qu'incombe, c'est à nous tous qu'incombe la réussite du combat républicain. Et c'est cet appel-là que je veux lancer à la jeunesse que vous allez rencontrer, et vous serez les ambassadeurs de cette parole-là dans le cadre des rencontres au service national universel. Mendes France, 57, l'efficacité du régime républicain, du régime de liberté, ses chances de survie et de prospérité dépendent donc des liens qu'il saura créer entre la jeunesse et lui. Alors vous direz aux jeunes, et je dis à ceux qui sont là aujourd'hui, qu'il faut résister. Résister face aux extrémismes, d'où qu'ils viennent, gangréner l'Europe et la France. Ne hiérarchisez pas les haines. Elles violent toutes les mêmes principes et doivent être combattues avec la dernière énergie. Soyez des citoyens libres, conscients, actifs. Refusez cette tyrannie identitaire qui empoisonne votre raison et votre liberté. Émancipez-vous des tutelles et des assignations ethniques dans lesquelles on voudrait vous enfermer. Agissez contre la banalisation de la haine quand elle croise votre route. Résistez au mépris du savoir, de la connaissance et de l'histoire. Regardez le racisme et l'antisémitisme pour ce qu'ils sont, des lèpres contaminantes qui détruisent les uns après les autres les cellules de notre corps social. La couleur de la peau n'est pas l'élément principal qui détermine votre vie
et votre statut social. Ce matin, je me posais la question de savoir comment j'allais vous laisser dans les mains de Gabriel Attal. Habituellement, c'est moi qui conclue l'université, mais je suis un républicain attaché, et si je ne suis que la vedette américaine, c'est bien lui l'invité principal. Et avec quelques amis, nous nous remémorions un acteur que j'apprécie particulièrement, qui est Louis Jouvet. Et dans une scène d'un film douce, me disait Stéphane, il y a un dialogue qui est assez savoureux, en ce sens qu'il doit nourrir le sens même de notre action, et ce sont des termes que nous ne devons jamais oublier. Je dis souvent que nous devons être acteurs et non pas spectateurs de notre vie citoyenne. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes acteur. Je dis souvent que le mot tue, et j'attacherai une particulière attention au combat que nous mènerons pour sortir la loi des délits racistes, de la loi sur la presse. Je dis aussi qu'un avocat comme un militant qui n'est plus en colère est un avocat ou un militant mort. Le dialogue est le suivant. Il ne me reste, disait une jeune fille, que la patience et la résignation. Eh bien moi, lui répondait Louis Jouvet, il me reste l'impatience et la révolte. Ne perdez jamais en vous ce sentiment de révolte qui nourrit votre colère légitime contre l'insupportable. Transforme-la en force de l'amour. Soyons les combattants de la République, les combattants de l'indivisibilité, les combattants de l'universalisme. Mes amis, au travail, vive la LICRA, vive la République et vive la France. Monsieur le Président, cher Mario Stasi, Monsieur le maire du Havre, Madame la sous-préfète, Madame la députée, chère Agnès, Monsieur le député, cher Bruno, Monsieur le ministre, cher Christian Pierret, Monsieur le délégué interministériel, cher Frédéric Potier, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents de section de la LICRA, et un salut particulier pour Monique Abécassis, présidente de la section de la LICRA de Vanves, ville où je suis élu. Et nous avons des liens régulier et finalement ce mandat local que j'ai et qui me permet d'observer le forum des associations en assemblée générale de la LICRA de Vanves depuis plusieurs années m'a aussi permis de voir le dynamisme, l'implantation et la présence extrêmement forte de la LICRA dans les territoires. Je l'ai encore vu en début de semaine à Romans-sur-Isère où je me déplaçais, où j'ai rencontré là aussi des militants de la LICRA, et je mesure chaque jour dans mes déplacements combien dans le tissu associatif, dans la vie associative locale, dans les territoires ruraux comme dans les territoires urbains, la présence très forte qui est la vôtre, et je veux sincèrement la saluer, vous remercier pour cette présence, pour ce dynamisme qui est à la fois essentiel au combat que vous portez et que nous portons, puisque je considère porter avec vous ces combats, mais aussi pour la vie associative d'une manière générale, l'engagement et cette nation de citoyens engagés que le président de la République a souhaité saluer il y a maintenant quelques mois à l'issue du grand débat national. Il y a un peu plus d'un an, un an et quelques mois, j'étais encore parlementaire, député à l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale votait enfin la suppression du mot race de la Constitution dans le cadre de la discussion sur la révision constitutionnelle, malheureusement avortée, mais qui reprendra, je l'espère. C'était le fruit de débats qui ont animé sociologues, scientifiques, politiques, engagés, militants depuis plusieurs décennies. Et c'est l'aboutissement de ces combats qui a permis l'adoption de cet amendement. Et cet amendement a été adopté alors même, et Mario Stasi l'a très bien rappelé, avec un paysage auquel je souscris parfaitement, dans un contexte où jamais le mot race n'a semblé revenir de manière aussi forte et aussi prégnante dans le débat public et dans la société française. Avec finalement, oui, cette tyrannie qu'on chercherait à nous imposer, où il y aurait à choisir entre l'identitaire d'extrême droite et l'indigène d'extrême gauche, où il y aurait à choisir entre Zemmour et Rokhaya Diallo, et où finalement l'ensemble des débats qui animent la République aujourd'hui se résumerait à ces deux extrêmes. Et je crois que si nous sommes rassemblés toutes et tous ici, c'est bien que nous considérons
que la voix de la République, la voix qui doit nous rassembler, est évidemment en dehors de ces deux opposés. Et je suis là aujourd'hui aussi parce que, en tant que secrétaire d'État chargé de la jeunesse, en tant que jeune, je suis encore un peu, même si de moins en moins par définition, je regarde ma génération et je regarde cette génération, et elle me donne tour à tour d'incroyables et de formidables raisons d'espérer, d'être optimiste, et en même temps de très grandes raisons parfois d'être inquiet aussi, parce que je vois dans cette jeunesse ces discours, je les vois se déployer chez des jeunes chercheurs, des jeunes sociologues à travers des théories et des recherches qui ont été développées notamment aux États-Unis, et ces thèses que vous avez évoquées à l'occasion de ces rencontres. Je le vois aussi chez des jeunes en perte de repères, des jeunes issus de l'immigration pour certains, d'une immigration très ancienne pour d'autres, mais en tout cas des jeunes en perte de repères qui, n'arrivant pas à trouver une place dans la République, considérant que la République ne leur tend pas la main, cherchent finalement à se construire d'autres repères pour se retrouver et pour se sentir membre d'un collectif. Et c'est derrière ces concepts-là qu'ils se retrouvent. Pas évident. Je ne ressens pas dans les discussions que je peux avoir avec eux, pour la plupart, de volonté d'exprimer une haine de l'autre, mais une volonté de se replier sur ce dont on a le sentiment qu'ils fondent notre identité dans un collectif où on a tant de mal à trouver une place. Et ça, je trouve ça particulièrement inquiétant. Je vois aussi des offensives politiques à travers des associations, à travers des syndicats de jeunes où se développent ces festivals racisés, ces réunions racisées, toutes ces initiatives qui aujourd'hui nous donnent des raisons d'être inquiets. Je vois les suppliantes qui ont failli ne pas pouvoir se tenir, être représentées à la Sorbonne. Comment peut-on accepter que dans notre pays, dans la République, en Sorbonne, soit menacée cette représentation pour ces thèses que je viens d'évoquer? Cela doit nous indigner et cela doit nous révolter. Et je vois en même temps dans la jeunesse une très belle et une très forte envie de contrer ces thèses, de travailler à une meilleure cohésion de la société à partir de la jeunesse. Je vois des jeunes qui se mobilisent dans des associations, qui développent des modules extrêmement innovants, pédagogiques, pour aller au-devant de la jeunesse, pour déconstruire un certain nombre de caricatures, un certain nombre de stéréotypes. Je vois des jeunes qui s'engagent à travers de magnifiques projets. Je l'ai vu le 13 février dernier, aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe, à l'occasion de la remise du premier prix Ilan Halimi. Des jeunes qui, en écrivant une chanson, en imaginant un court-métrage, en réalisant une œuvre d'art, s'engagent très concrètement et expriment à travers des initiatives artistiques, des initiatives d'engagement, tout ce que nous cherchons à exprimer à travers des discours politiques, à travers des discours et des initiatives associatives. Et cela me donne des raisons d'espérer, et cela me donne un espoir. Mais évidemment, la nécessité d'une parole politique, d'une action politique résolue pour porter ces initiatives, pour pousser ces initiatives est essentielle, et c'est ce à quoi nous nous attelons avec la majorité depuis maintenant 2 ans. Mario Stasi a, pour moi, parfaitement résumé les choses. Il a parlé de la nécessité de réprimer, de sanctionner des actes, des paroles, des mots qui tuent. Il a dit aussi que, finalement, l'essentiel était peut-être ce qui se joue avant. Pour ne plus avoir à sanctionner, pour ne plus avoir à réprimer, pour ne plus avoir à aller chercher celles et ceux qui, par leurs mots, poussent au crime, poussent au délit, poussent à la mort parfois. Il faut mieux prévenir, il faut mieux éduquer. Et ma conviction, et celle du président de la République, du Premier ministre et de Jean-Michel Blanquer, c'est que l'école de la République est évidemment au centre de ce combat-là et de ce travail-là. Et la première chose que nous avons voulu faire dès 2017 et qu'a porté Jean-Michel Blanquer, je l'ai rejoint qu'il y a 1 an, mais j'étais parlementaire dans la commission éducation, c'est de faire toute la transparence sur ce qui se joue dans l'éducation nationale. Sans doute, depuis plusieurs années, trop de choses ont été laissées de côté et mises sous le tapis. Trop de choses ont été écartées. Il ne fallait pas voir, il ne fallait pas dire ce qui se jouait dans l'école de la République parce que c'était inquiétant pour la société. Et dans cette volonté politique, dans ce choix politique d'avoir écarté ce qui se jouait et d'avoir refusé de mettre en lumière ce qui se jouait pour mieux le combattre, ceux qui ont été laissés les plus démunis, ceux qui ont été laissés les plus isolés, les plus seuls face à cette situation, ce sont les enseignants. Et moi, je veux rendre hommage au travail des enseignants, ce travail extrêmement difficile, où dans certains territoires, nous le savons, dans certaines villes, dans certaines classes, c'est un combat absolument
dantesque de tous les jours que de répondre à des situations vécues, que de répondre à des mots et à des discours entendus. Et l'immense sentiment de solitude de beaucoup d'enseignants face à ces situations nous a indignés. Et c'est la raison pour laquelle, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons porté ce choix de faire toute la transparence et de ne jamais laisser les enseignants seuls face à ces situations. Ça nous a conduit à créer dans chaque académie une cellule dédiée aux valeurs de la République, à la laïcité, à la lutte contre les discours de haine. Dans chaque académie, dans chaque rectorat, une cellule dédiée avec une équipe mobile disponible pour se déplacer dans les établissements où ces situations sont mises en lumière pour que jamais l'équipe enseignante, pour que jamais la direction d'un établissement ne soit laissée seule face à ces situations, parfois face à des familles dans des situations de tension locale extrêmement fortes, et donc avec cette volonté de faire redescendre la tension en apportant tout le soutien nécessaire aux enseignants. C'est aussi pour cela que nous avons mis en place une adresse email, aussi simple que ça, une adresse email qui permet à des enseignants qui se retrouvent face à ces situations d'envoyer un message, d'avoir une réponse et d'être accompagnés, conseillés dans ces situations extrêmement tendues, et pour savoir comment réagir et comment répondre à ces enjeux-là. Mais nous le savons, et ça a été dit, l'enjeu fondamental est celui de la formation des enseignants. Formation initiale, formation continue. C'est un chantier que nous avons ouvert avec Jean-Michel Blanquer suite à la loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale. Et évidemment, ces enjeux-là seront au cœur des travaux que nous engagerons pour rénover la formation des enseignants. Et je sais que la LICRA sera à nos côtés pour construire ce travail et continuer à avancer. Mais quand on parle de prévention et d'éducation, on parle aussi de ce qui doit être apporté aux jeunes, de ce qui doit être apporté aux enfants dès le plus jeune âge à l'école, à travers l'histoire, à travers l'enseignement moral et civique, à travers le français, à travers l'histoire de l'art. Nous avons le cadre disponible pour apporter aux jeunes, pour apporter à nos enfants cette prévention du racisme, de l'antisémitisme, et cette prévention du développement de ces discours que nous voulons contrer. Sans doute faut-il faire évoluer encore un peu plus nos modes d'intervention pédagogique, nos modèles pédagogiques. Sans doute faut-il permettre davantage aux jeunes, aux enfants, d'exprimer à l'école, à l'occasion où ces enjeux sont abordés, ce qu'ils n'osent pas exprimer, ce qu'ils n'osent pas dire ailleurs. Sans doute, ce cadre-là doit-il être l'occasion d'arriver vraiment à ce qui est pour moi la mission fondamentale de l'école, qui est celle de l'émancipation des jeunes et de l'émancipation des enfants. Quand on est dans un environnement familial, parfois religieux, qui pousse au développement et à l'appropriation de discours de haine, de thèses extrêmement violentes et qui vont contre les valeurs de la République. Il faut que l'école soit le lieu de l'émancipation, le lieu où on peut, en s'exprimant, mettre des mots sur ce que l'on vit et en s'exprimant, permettre à l'institution d'y répondre et d'être accompagné. Il faut davantage de participation des jeunes. Il faut davantage de développement de leur esprit critique. Je travaille beaucoup sur ces enjeux-là, notamment avec la fondation SEV de Frédéric Lenoir, pour développer la philosophie à l'école primaire. Comme ça paraît, ça paraît pour certains étonnant de se dire que des enfants à l'école primaire doivent pouvoir faire de la philosophie. Mais comment peut-on imaginer, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, où on entend tout et n'importe quoi, sur les réseaux sociaux, à la télévision maintenant malheureusement, dans des discours qui sont portés, comment peut-on imaginer que les jeunes devraient attendre la seconde ou la première pour commencer à se poser des questions et à poser des mots sur la société dans laquelle ils vivent? Comment avons-nous pu laisser pendant des années ces discours-là prospérer? Oui, il faut permettre de créer des cadres dès le plus jeune âge à l'école où les jeunes peuvent s'exprimer, porter un discours sur la société, porter un discours philosophique sur l'autre, sur la société, pour justement que ces sujets-là soient abordés dans l'institution et qu'ils ne soient pas laissés en dehors de l'institution. C'est ce sur quoi nous travaillons. Et puis évidemment, ça a été abordé aussi tout à l'heure, la transparence, c'est aussi mettre en lumière ce qui se passe dans l'institution pour mieux réagir. Oui, vous avez abordé ces situations qui sont identifiées dans certaines villes, dans certains territoires, qui ne doivent pas, évidemment pas résumer ce qu'est aujourd'hui l'école de la République, ce qu'est la pratique d'une religion, la religion musulmane en l'occurrence, mais il y a des dérives. Et il y a une pratique sans doute la plus rigoriste qui, en se développant, entraîne des situations qui minent la cohésion au sein de l'éducation nationale, avec effectivement des situations, et ce sont les enseignants qui le disent. Et maintenant que nous avons cette capacité de faire la lumière et de faire remonter des situations, c'est ce que nous constatons, et Jean-Michel Blanquer s'est exprimé récemment sur le sujet, avec des enfants qui, à 5, 6 ou 7 ans, se bouchent les oreilles en cours de musique,
avec des enfants qui refusent de, effectivement, donner la main à des petits garçons qui refusent de donner la main à une petite fille. Comment est-ce qu'on peut accepter de taire ces situations? Et ce qui est terrible dans notre pays, c'est que quand on commence à en parler, et Jean-Michel Blanquer en a fait les frais, on se prend immédiatement un rouleau compresseur d'attaque, considérant qu'il ne faudrait pas dire ce qui se joue, parce que cela conduirait immanquablement à une stigmatisation. Mais on peut tout à fait dire ce qui se joue pour le combattre, tout en disant que nous refusons la stigmatisation, et que c'est parce que nous refusons la stigmatisation que nous assumons de dire ce qui se joue et que nous le combattons. Parce que ces situations ne résument évidemment pas ni la pratique de la religion musulmane, ni ce qui se joue dans ces territoires. C'est aussi pour la transparence et pour dire ce qui se joue à l'école que le président de la République a annoncé, à l'occasion du dernier dîner du CRIF, un audit dans l'éducation nationale des établissements publics où des situations d'antisémitisme ou des agressions, des insultes antisémites avaient été le plus nettement signalées. Cet audit a été mené principalement dans 2 académies, se poursuit. Il faut maintenant associer des associations, le CRIF notamment, qui doivent y participer. Mais il montre une réalité que l'ensemble de celles et ceux qui interviennent sur ces sujets-là avaient pressenti, avaient imaginé. Il y a des territoires où l'antisémitisme est tellement présent que l'institution scolaire a conseillé à des familles de déscolariser leurs enfants de l'école publique pour les entraîner vers l'école privée. Il y a des territoires où ces situations existent et où c'est l'institution scolaire, c'est des équipes d'établissements qui ont apporté ces conseils à des familles. Là aussi, ça n'a jamais été dit publiquement, ça n'a jamais été dit par des représentants de l'éducation nationale, ça n'a jamais été assumé par des membres du gouvernement. Moi, j'assume de dire que ces situations, elles sont identifiées à l'occasion de cet audit et qu'elles doivent nous interpeller, qu'elles doivent nous conduire à revoir totalement la manière dont nous agissons dans ces territoires et la manière dont l'éducation nationale répond à ces situations. Parce que derrière le conseil à une famille de déscolariser son enfant, il y a bien souvent une précarité dans laquelle se retrouve plongée cette famille, parce qu'une école privée, ça coûte de l'argent, parce que souvent cela revient à devoir déménager et que ça revient souvent à devoir se payer un loyer plus cher, à devoir financer son déménagement, et on ne met pas suffisamment en avant la précarité entraînée par l'antisémitisme et par la nécessité qui est aujourd'hui celle de familles de déménager, de changer de territoire, et ça il faut le dire. Vous avez abordé, cher Mario, un enjeu qui est pour moi extrêmement fort et c'est évidemment celui qui est au cœur du discours que je vais vous apporter aujourd'hui et la raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à être présent aujourd'hui. C'est le service national universel. Ce service national universel, c'est pour moi une opportunité absolument formidable d'avancer sur ces enjeux-là. Évidemment, il ne s'agit pas de décharger sur le service national universel des obligations dont je viens de dire et dont j'ai la conviction qu'elles doivent être celles de l'éducation nationale. Mais il s'agit de dire que nous avons, avec ce service national universel, une opportunité inédite, historique, de nous adresser à la jeunesse, à une jeunesse réunie dans sa diversité, à des jeunes qui sont dans une autre région que celle où ils habitent habituellement, qui sont avec d'autres jeunes que ceux qu'ils côtoient habituellement, ceux qui cassent des phénomènes de meute que l'on peut connaître, c'est comme ça que cela a été théorisé, ceux qui cassent aussi des étiquettes sur lesquelles que des jeunes portent dans beaucoup de territoires, et ce qui permet de libérer aussi une parole, et sans doute d'avoir des jeunes qui appréhendent davantage ces enjeux-là dans un cadre nouveau. Et moi, le message que je veux faire passer, mais vous m'avez devancé, cher Mario, dans votre intervention, c'est que j'aurais besoin de la LICRA pour avancer sur ce service national universel. Il y a eu une phase pilote en juin dernier. Cette phase pilote a été organisée dans des conditions rapides, c'est comme ça que nous le dirons. Il a fallu aller vite, très vite, pour tester principalement nos organisations. Un certain nombre de choses ont été faites, notamment sur le sujet de la prévention de la radicalisation, sur les valeurs de la République. Nous avons travaillé évidemment avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, et je veux vraiment remercier Frédéric Potier pour sa mobilisation. Nous avons travaillé avec le CIPDR et Muriel Doménac sur le sujet également, et les résultats de ces modules qui ont été portés sont extrêmement positifs. Et dans ce qui sera la première étape de la mise en œuvre du service national et de sa montée en puissance, en juin prochain, dans tous les départements français, où plusieurs centaines de jeunes volontaires, dans un premier temps, seront appelés au service national universel. Nous avons véritablement des choses extrêmement importantes à construire ensemble, et moi je crois profondément au rôle de la LICRA
pour co-construire avec nous des modules dédiés à ces questions de lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans le cadre du service national universel. Je souhaite, cher Mario, que nous signions dans les prochaines semaines une convention nationale qui nous permettra de poser un cadre sur le travail qui peut être mené ensemble. Et qu'ensuite, cette convention nationale se décline localement où chacune et chacun, vous aurez ce repère et ce cadre qui vous permettra d'intervenir auprès du préfet et du recteur qui seront immédiatement en charge de ce service national dans chaque département pour y travailler et intervenir. Je compte vraiment sur votre mobilisation. Je sais pouvoir compter sur cette mobilisation, mais par là, je veux dire que je crois profondément au rôle que vous pouvez jouer dans ce service national universel, qui a finalement pour objet de donner du sens à une jeunesse qui est en recherche de ce sens. La jeunesse que j'ai vue dans le cadre du service national en juin dernier, elle venait chercher des repères, des valeurs, ce qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur des jeunes qui finalement cherchent ces repères et cherchent ces valeurs dans le plus petit dénominateur commun avec leurs voisins le plus proche et pas dans ce qui doit nous rassembler toutes et tous au sein de la République. J'ai vu des jeunes me dire que pour la première fois, ils se sentaient utiles, que pour la première fois, ils avaient quelqu'un en face d'eux qui leur disait merci, puisque dans le service national universel, il y a cette mission d'intérêt général où les jeunes vont se rendre utiles dans une association, auprès d'une collectivité locale, chez les pompiers ou auprès de nos forces armées. J'ai vu des jeunes me dire que pour la première fois de leur vie, ils changeaient de région, que pour la première fois de leur vie, ils avaient quitté le domicile conjugal et que pour la première fois de leur vie, ils avaient rencontré des jeunes... Familiales, pardon. Oui, c'est peut-être un peu tôt. Ils n'ont pas trouvé non plus un domicile conjugal à l'occasion du service national universel, ce qui est une autre de mes préoccupations. Pas encore, mais merci de suivre attentivement mes propos. Moi, j'ai vu à l'occasion de ce service national universel, ça peut paraître un peu bateau comme phrase, mais j'ai vu un fils d'ouvrier de la Haute-Saône fraterniser avec un fils de médecin du Morbihan dans le Vaucluse. Et je ne sais pas s'il y a d'autres endroits dans la République aujourd'hui où ce genre de scène existe et où on peut assister à ce qui, pour moi, est au cœur du pacte républicain et qui doit être au cœur de notre projet. Et ça, il va nous falloir le cultiver, il va nous falloir le faire progresser et il va nous falloir le construire ensemble à l'occasion de ce service national universel. Pour terminer, je veux redire encore une fois combien je salue le travail qui est le vôtre et l'engagement qui est le vôtre. Le président de la République, à la sortie du grand débat national et dans la conférence de presse qu'il a tenue, a terminé son propos en parlant de la société de l'engagement, considérant qu'il y a des fractures dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui peuvent diviser les Français, peuvent parfois les opposer, mais qu'il y a finalement une valeur qui doit toutes et tous nous rassembler, peut-être plus encore aujourd'hui qu'hier, c'est celle de l'engagement. S'engager, c'est donner ce qu'on a de plus précieux, c'est-à-dire son temps, au service des autres et au service de l'intérêt général. Et en s'engageant, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les jeunes qui me disaient que pour la première fois, on leur avait dit merci. En s'engageant, on est utile à la société, on est utile aux autres, mais on se projette aussi soi-même dans une communauté et on participe à créer de la cohésion et à créer une communauté nationale unie. Et c'est ce que vous faites, chacune et chacun, au quotidien. Parfois dans des conditions difficiles, où je le sais, il faut aller frapper aux portes, et il faut frapper très fort avant que la porte s'ouvre, qu'il s'agisse de la porte de l'école, du collège, de la prison ou d'autres établissements où vous souhaitez aller porter ce discours-là et intervenir. Vous le faites de manière déterminée, résolue, et en faisant ça, en portant ce travail d'intérêt général, fondamentalement d'intérêt général dans les territoires, vous faites vivre cette promesse républicaine, cette promesse de cohésion nationale autour de la société de l'engagement. Et je tiens vraiment à vous en remercier et à saluer cet engagement. Merci beaucoup.